Bonjour à tous. Donc on va faire un petit parcours pour découvrir ce que c'est que la qualité de vie globale, qui est une évolution du concept de qualité de vie au travail. Et c'est par la qualité de vie globale qu'on améliore sa satisfaction, son épanouissement dans l'organisation. Alors, première chose, on va se focaliser sur les athlètes de compétition. Les athlètes de compétition, ils ont quelque chose de particulier par rapport à nous, c'est que leur carrière est courte. Ça veut donc dire qu'ils doivent optimiser les moments où il y a des difficultés. Et en particulier quand il y a des blessures, quand il y a des échecs, il faut savoir rebondir vite. Et on a puisé beaucoup d'inspiration chez les athlètes de compétition et leur méthode d'entraînement pour voir un petit peu ce qu'on peut faire en entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on est confronté à une difficulté ou à un échec, on a tendance à se réfugier dans notre petite prison. Qu'est-ce que c'est que la petite prison? C'est cet endroit qu'on nous a défini à l'école en disant « Écoute, tu as une mauvaise note, tu t'es mal comporté, tu vas au coin ou tu dois trouver tout seul les ressources pour rebondir. » Le problème, c'est qu'on a gardé cette habitude et qu'à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose de difficile, on a un peu tendance à se replier sur nous-mêmes, pas à attendre que ça se passe, mais en tout cas à attendre que ça aille mieux. Et là, on va mobiliser les neurosciences pour s'apercevoir que un mois de séjour dans la petite prison va se traduire effectivement par des dégradations du mode de fonctionnement de notre cerveau. C'est simple, quand vous avez eu une grosse contrariété, vous allez moins bien dormir et durant la journée, vous allez vous dire « mais comment je vais faire avec ce fichu nouveau problème ?» Et donc à partir de là, il y a un déficit d'énergie, il y a une tendance à l'isolement et automatiquement, vous allez avoir un cerveau qui va commencer à fonctionner moins bien. Et le fait qu'au bout de 30 jours, il puisse y avoir des erreurs d'interprétation, ce qu'on appelle des dissonances cognitives, c'est aujourd'hui quelque chose qui est démontré au niveau des neurosciences. Alors ça amène évidemment à introduire la notion du cerveau. Et ce cerveau, on oublie, ou on ne sait pas, que c'est quand même une drôle de bête. Est-ce que vous connaissez un autre organe dans le corps qui n'a aucun nerf? Probablement que non. Donc ça veut dire que quand votre cerveau est en souffrance, il n'est pas capable de vous envoyer des signaux. Autre question, est-ce qu'on vous a livré le mode d'emploi de votre cerveau? Est-ce que vous connaissez une machine aussi complexe qui aujourd'hui, au XXIe siècle, serait livrée sans aucun mode d'emploi? Qu'est-ce qui se passe au niveau du mode de fonctionnement du cerveau si, par exemple, vous dormez 2 fois moins une nuit? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir « ma mémoire est altérée de 30%, ma capacité à la négociation est altérée de 40%? » Non, on n'a aucune idée. Donc en fait, on cherche en permanence à savoir comment fonctionne notre cerveau et c'est encore un des grands mystères qui reste. Michel Serres, dans une chronique récente sur France Info, disait qu'on ne connaissait à peu près que 50% de la marche de notre cerveau. Donc, dans la façon de percevoir un petit peu l'épanouissement au travail, dans les années à venir, il va falloir bien suivre tous les développements des neurosciences qui vont nous nourrir avec des tas d'expériences. Alors évidemment que les hauts et les bas de la vie, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés, pas uniquement dans le professionnel, mais également dans le personnel. Donc personne ne peut se dire « je suis en marge de tout ça ». À ce stade, je vais essayer de vous faire prendre conscience de l'évolution de la sollicitation de notre cerveau dans les dernières années. Alors, il y a 2 bébêtes là sur le côté. Est-ce que quelqu'un les connaît? Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, j'ai malheureusement, si je vois un ou 2 vieux comme moi là-bas, donc lui, il doit savoir. Donc là, vous avez le premier ordinateur portable de Compaq. Il est sorti, moi j'en ai eu un comme ça en 1985-86. 17 kilos, je peux vous dire que je l'ai transporté dans les rues de Paris. C'était pas un grand plaisir, mais en même temps, on était tellement contents de prendre notre indépendance par rapport aux services informatiques. Et en bas, c'est le premier smartphone de Nokia. Et donc, si on regarde un petit peu comment tout ceci a évolué,
Ben, vous vous apercevez que 83, on commence à voir des PC individuels arriver, portables, qu'on peut ramener à la maison. 93, c'est l'année où, travaillant dans le groupe Alcatel, j'ai eu pour la première fois une adresse mail. 96, le smartphone de Nokia, où on peut commencer à envoyer des mails ou des textos dans sa voiture. 2004, Facebook. Si on continue, on s'aperçoit qu'on peut continuer en disant qu'on a vu en 2008 apparaître Dropbox. Donc là, ça veut dire qu'on ne se préoccupe même plus de savoir si on a emmené le bon fichier quand on veut retravailler dans les transports ou à la maison. Free Mobile fracasse les prix en 2012. Et cette année, un événement qui est passé un peu inaperçu. Si vous appelez France Télécom en leur demandant Orange, de vous connecter au téléphone fixe, ils refusent de vous livrer une ligne normale sans box. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est définitivement connecté en permanence, qu'il n'y a plus de frontières entre le privé et le pro. Et est-ce que vous imaginez la différence de sollicitation du cerveau entre les années 80 et les années d'aujourd'hui? Moi, quand j'ai commencé à bosser, je n'avais pas d'email, j'avais une assistante de direction qui faisait écran. La sollicitation et le volume de données à traiter étaient bien inférieurs. Et donc, malheureusement, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si on n'est pas en train d'atteindre une certaine forme de limite de fonctionnement de notre cerveau. Est-ce que vous savez, par exemple, que si vous êtes dans votre lit le soir, ou même sur le canapé du salon, et que vous avez votre smartphone sous les yeux, il y a un phénomène de concentration de la lumière sur ce petit écran, votre regard ne regarde pas à l'extérieur, et donc ça a un impact direct sur les sécrétions de mélatonine et donc sur le sommeil. Si vous achetez un boîtier Chromecast et que vous ne regardez plus le contenu de votre smartphone et que vous le mettez sur un écran plat au mur de votre salon à 8 ou 10 mètres de distance, vous avez un impact totalement différent au niveau de la sécrétion de mélatonine. Nous sommes tous en train de bousiller nos horloges biologiques. On dort à peu près 1 heure à 2 heures de moins qu'il y a 20 ans. Et 9 personnes sur 10 que nous croisons au crédit ont des problèmes d'insomnie. Alors, si on parle un peu de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, tout ceci est malheureusement né de situations particulièrement tragiques qui sont arrivées il y a un peu plus de 10 ans chez Renault et chez France Télécom. Des gens se suicident et on a la possibilité de s'apercevoir qu'effectivement, c'est très lié au travail. Il y a eu un rapport parlementaire derrière qui a défini un petit peu ce que c'étaient les risques psychosociaux et ça fait donc que 10 ans, mais déjà 10 ans, qu'on fait de la qualité de vie au travail. Malheureusement, on est en train de s'apercevoir que même dans des entreprises où on fait très attention à la qualité de vie au travail, même dans des entreprises où on a des labels genre Great Place to Work, on a des gens qui continuent à flancher et qui ne vont pas bien. Et donc nous, on a été très interpellés puisqu'on a monté il y a 5 ans un centre qui accueille notamment des gens en burn-out tous les mois pour des stages. On a été très surpris de voir que ces gens-là venaient et pouvaient, alors qu'ils sont dans une boîte plutôt prévenante et plutôt sympa, avoir des gros passages à vide. Donc c'est essentiellement le travail qu'on a fait avec Jean-Christophe d'essayer de comprendre pourquoi dans ce bouquin. Alors, le premier sujet qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on voit arriver des tas de gens qui ne sont pas en bonne santé. Pas à cause de leur burn-out, mais avant leur burn-out ou avant leur passage difficile. On voit des jeunes de 32-33 ans, on leur demande « ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un médecin ?» 5 ans. On voit des personnes qui, par exemple, pour des femmes, traversent la phase des 50 ans, on leur demande « depuis quand tu n'as pas vu un gynécologue ?» 3 ans. Or, dans ces périodes-là, il peut y avoir, soit par apnée du sommeil, soit par des problèmes de thyroïde, soit par des problèmes gynécologiques, des phénomènes qui vont profondément modifier le fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, on est à peu près 1 cas de burn-out que nous voyons sur 2. Ce sont des personnes qui avaient des problèmes de santé, manque de sommeil, problèmes de sécrétion, qui étaient préalables aux problèmes de burn-out. Pourquoi est-ce qu'on voit ça et pourquoi ça s'aggrave? C'est tout simple. Alors à Paris, ça va quand même un petit peu mieux,
Mais si vous allez en province, vous avez des tas d'endroits où le toubib de 70 ans prend sa retraite, 70 ans, 70 heures de travail, et donc il y a un toubib, quand ça se passe bien, qui prend la suite, et première chose qu'il fait, c'est « moi je ne veux pas travailler pareil, je ferme le cabinet à 18 heures ». Moyennant quoi, vous avez des tas de gens qui avaient l'habitude d'aller consulter tard le soir après la journée de travail et qui ne vont plus consulter. Et comme vous le savez, on en a parlé notamment avec le texte sur la santé que vient de sortir le gouvernement, on n'a manifestement pas fini de voir les ennuis. Il y a des tas d'endroits où c'est quasiment impossible de voir un médecin. Deuxième plan, plus de précarité, moins de CDI. Là, on est au cœur de la contribution de Jean-Christophe avec le travail et l'emploi. On estime aujourd'hui qu'en Angleterre ou aux États-Unis, on n'est pas loin d'avoir 50% des personnes qui sont dans une entreprise sans contrat de travail avec cette entreprise. Ça veut dire beaucoup de précarité. Ça veut dire que, par exemple, quand il y a des actions RH dans une grande entreprise comme Airbus, je voyais des gens d'Airbus la semaine dernière, évidemment que tous les gens d'Alten, d'Altran qui staffent la boîte chez Airbus, quand il y a des actions RH, ils ne sont pas invités. À partir de là, on a vraiment un gros problème à régler. C'est qu'on aura 50% des gens, comment est-ce qu'on va les intégrer dans la politique RH? Et dernièrement, beaucoup plus de déplacements et d'isolement. Et l'isolement est un facteur très important dans le fait que les gens n'aillent pas bien. Dans le bouquin, avec Jean-Christophe, on vous explique que quand vous êtes à la recherche d'un nouveau couple, si vous allez sur Mythique, vous allez mettre un certain nombre de critères, et le critère de proximité géographique, il est très peu important. Donc on a une explosion des couples qui vivent ensemble uniquement le week-end et qui sont seuls la semaine. Alors ça, c'est les très bons clients pour l'épuisement, parce que ce sont ceux qui ont personne pour gueuler, tu rentres trop tard, personne pour gueuler, tu manges mal et tu manges devant la télé ou ton smartphone, ce qui est mauvais pour ta diététique, personne pour dire arrête de faire du smartphone dans ton canapé, de t'endormir et après avoir du mal à aller te recoucher. Donc on a des tas de gens qui sont de plus en plus épuisés sur ces facteurs-là. C'est ce qui nous a amené, avec Jean-Christophe, à concevoir cette équation de la QVG, où on dit finalement, il ne faut pas uniquement regarder la qualité de vie au travail, mais il faut être capable d'optimiser la santé et d'optimiser la qualité de vie hors travail. Et c'est ça la condition d'un bon épanouissement, d'une bonne santé. Alors le Crédir, c'est quoi? C'est une équipe qui s'est constituée il y a 6-7 ans sur la base de la thèse que j'avais faite à Dauphine et qui est une équipe interdisciplinaire. Donc on a le plaisir de travailler entre chefs d'entreprise, avec notamment Jean-Christophe, des profs d'université, des neuroscientifiques, des psychiatres, des médecins, des coachs sportifs. Et c'est en travaillant tous ensemble qu'on a réussi progressivement à mettre au point un certain nombre d'innovations pédagogiques. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 35 000 pages de transcription d'entretien avec des gens qui vivent des périodes de transition professionnelle. 35 000 pages. Et c'est ça qui nourrit le fait que chaque année, on publie un bouquin. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner dans notre boîte à outils? D'abord, la prévention. C'est-à-dire que quelque part, c'est exactement comme une problématique de maladie cardiovasculaire ou de cancer. On peut arriver à limiter les dégâts si on fait de la prévention. Faites gaffe à votre sommeil. 9 personnes sur 10, je le répète, ont aujourd'hui des problèmes de sommeil. Et ne pensez pas que c'est un truc de vieux. On a de plus en plus de jeunes avant 30 ans. Et on a, là, sur les 6 derniers mois, découvert des apnées du sommeil chez des gens, femmes, hommes, de 30 à 35 ans, qui n'avaient pas des kilos en trop. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc dites-vous bien que la vie d'aujourd'hui, c'est comme celle d'un sportif de compétition. Si vous n'avez pas de soigneur pour s'occuper de vous, ça ne va pas le faire. Donc il faut vraiment veiller à avoir un lien très fort avec son médecin généraliste, de manière à régulièrement faire le point et à réunir toutes les conditions d'une bonne forme. Faites gaffe aux dissonances cognitives. Avant de faire un burn-out, avant de vous faire arrêter, vous avez votre cerveau qui est fatigué et il fait des conneries. Ça veut dire que des conflits en entreprise, souvent, on peut les relire en disant il y a un des deux qui jusqu'à présent avait un cerveau en pleine forme, était capable de décrypter le conflit, et là tout d'un coup il est fatigué, donc il a tendance à péter un câble beaucoup plus vite. Mais c'est son cerveau qui dysfonctionne.
Le médecin de famille, j'en ai parlé, c'est le partenaire principal de la qualité de vie au travail. Parce que c'est avec lui que vous allez vous confier. C'est plus facile que de se confier à un médecin du travail, parce qu'en plus de ça, vous savez que vous allez parler de tout, y compris de problèmes purement personnels. Les problèmes professionnels sont rarement les seuls. Dans l'équipe du Crédir, on n'a jamais vu un burn-out strictement professionnel. Le burn-out, c'est un phénomène de gouttes d'eau qui font déborder un vase qui est déjà plein. Et les gouttes d'eau qui arrivent, elles viennent de 36 choses. Récemment, on a eu une personne qui est en burn-out depuis 6 mois. Elle a 3 heures de déplacement en voiture tous les jours. Elle a eu 2 accidents de voiture où elle a détruit sa voiture en 1 mois. Et au bout de 10 jours, elle était en arrêt maladie. Et dans son travail, c'était un environnement plutôt paisible. Il faut regarder tout ça de façon interdisciplinaire. Le cofondateur du Crédir, qui est un psychiatre, avec qui je donnais une conférence hier soir à Bruxelles, me disait « Moi, j'ai compris un truc, c'est que tout seul, je ne peux rien faire. Face à ces problématiques-là, il faut s'y mettre à plusieurs spécialités. » Un point clé dans la qualité de vie hors travail, c'est de mettre en place le deuxième cerveau. Alors ça, c'est une de nos données essentielles, une de nos contributions essentielles. C'est facile à comprendre. Reprenez ce que je vous ai expliqué au départ. Vous avez un cerveau qui est fatigué. Certes, il y a des médicaments qui peuvent aider, mais ils ne vont pas aider tout de suite. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas bien, la seule solution, c'est de trouver un pote, quelqu'un proche de vous, qui va être ce deuxième cerveau, qui va relire la situation et vous dire « Tiens, là, je ne vois pas les choses de la même façon que toi. » Où est-ce qu'on le trouve, ce deuxième cerveau? Pas dans la boîte parce qu'on n'est pas assez libéré, pas à la maison parce qu'il ne faut pas tout mélanger et demander à son conjoint d'être aussi son coach. C'est souvent dans des activités associatives, des activités sportives, où on va avoir le bon copain, la bonne copine à qui on peut se confier, une personne qui sera bienveillante et où on ne va pas se dire « Tiens, il a des arrière-pensées en me donnant tel ou tel conseil. » Donc les sportifs s'entraînent et vous, qu'est-ce que vous faites pour sécuriser votre qualité de vie au travail sur tous ces paramètres-là? Voilà la grande question. Rappelez-vous cette équation, elle est vachement riche, elle est toute simple, mais en même temps elle est très riche pour justement décortiquer des cas de burn-out, décortiquer une politique de prévention et se dire qu'il n'est pas possible d'avoir une bonne qualité de vie au global si on a un trou dans la raquette sur l'un de ces paramètres-là. Si vous n'avez aucune vie sociale à l'extérieur, eh ben, d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas avoir une bonne qualité de vie. Parce que vous avez besoin de potes pour décharger, pour partager. Sinon, la vie est trop dure à vivre seul. Hop! Je ne savais pas. C'est déjà la présentation suivante. Je vous remercie. Bonne soirée.